Tout d'abord, je suis née à Versailles, en France, en 1945. Mon père était médecin et ma mère, mère au foyer. Alors il y avait une grande différence. Ma famille maternelle était prolifique, elle était beaucoup plus riche que celle de mon père, qui lui avait été élevé dans le Morvan et profond, à la campagne donc, mais qui était quand même un chercheur et un médecin très intéressant. Et voilà, donc la famille de ma mère c'était des familles, elle venait d'une famille, je pense, de 13, et c'était des familles catholiques et militaires, puisque mon grand-père était général, et que ma mère a eu 3 sœurs mères supérieures, et 2 oncles jésuites, qui a changé après, mais qui était jésuite au départ. Bon, donc euh, cette famille était très présente chez moi à Versailles, puisque j'ai cohabité avec ma grand-mère, mon oncle, et a été la source d'interrogation sur la parenté, comme vous pouvez bien le penser. Alors, ce qui était étonnant, c'est que je venais donc d'une famille, on pourrait dire, bourgeoise, mais en même temps qui avait des comportements d'autres. J'ai beaucoup circulé, c'est-à-dire j'avais une tante qui n'avait pas d'enfant, on m'a prêté de 14 à 18 mois, je suis allée chez elle, de 6 ans à 7 ans avec une autre de mes sœurs, et régulièrement j'allais chez les tantes religieuses à Pâques. Donc la circulation d'enfants, c'était important. Autre chose aussi, j'ai été élevée avec l'uniforme familial. On était 5 filles, je suis la deuxième fille, et on avait donc un uniforme, non pas militaire, mais familial. Et d'ailleurs, quand on se retrouve entre sœurs, on est toutes pratiquement habillées pareil encore maintenant. En même temps, j'ai connu une enfance dont c'était Versailles, on aurait pu penser que c'était sévère, oui, c'était catholique, mais d'une grande liberté, c'est-à-dire que personne ne s'occupait vraiment de savoir où j'étais, ce que je faisais. Donc beaucoup de vagabondage, beaucoup de vagabondage. Bon. Et une très grande confiance donc dans- que, voilà, une très grande confiance qui m'a aidé certainement à faire du terrain ensuite. Voilà. Alors parlons un peu des études. J'ai été étudiante au lycée de Versailles, au lycée La Bruyère. Et pendant que j'étais étudiante, il y avait quand même la décolonisation, les guerres d'Algérie, tout ça en arrière-fond. Donc c'était ça pendant mon lycée. Et puis par la suite, j'ai fait donc ma propédeutique à Paris, au Collège Sévigné. Puis j'ai fait des études d'anthropologie à la Sorbonne. À l'époque, il y avait 4 certificats pour préparer à l'anthropologie. J'ai donc fait ces 4 certificats et j'ai eu 2 formations complémentaires. La première organisée par Leroi-Gourhan, André Leroi-Gourhan, au Musée de l'Homme, qui était le centre de formation à la recherche ethnologique, CFRE. Ça durait 1 an. On apprenait à faire des fiches, on avait des stages dans le musée, on avait des cours généraux, on apprenait comment faire de la recherche et on nous emmenait à la fin de cette année-là, c'est ça qui était très intéressant, on nous emmenait tous faire un terrain avec nos professeurs et on avait une semaine pour ramasser des documents et on discutait tous les soirs de comment ça s'était passé, ce qu'on avait fait et on a produit un rapport ensuite. Donc ça, je trouvais ça une formation intéressante comme formation à la recherche, de suivre les étudiants pendant une semaine avec les autres. Et donc très bonne formation de ce côté-là. J'ai aussi suivi les cours qu'avait fondé Lévi-Strauss à l'École pratique d'autres études. Ça, c'est le cycle de 2 ans, ce qui était une formation pour les anthropologues qui venait de commencer, où on avait des cours dans toutes les matières, y compris des cours mathématiques, parce qu'en parenté, il y avait des questions de formalisation. Enfin, donc on avait des cours absolument tous sur l'anthropologie politique, religieuse, économique, etc., mais aussi des cours de mathématiques, bon, des cours formels. Et enfin, je dois dire que comme formation, j'ai aussi été boursière Fulbright aux États-Unis après mon retour d'Afrique, et que là, c'était quelque chose parce que j'ai dû apprendre l'anglais. J'avais fait, comme beaucoup personnes de ma génération, de l'allemand, du grec, du latin, mais pas d'anglais.
Donc j'ai eu une formation, ça m'a ouvert à la fois à toute une culture anthropologique différente, américaine, mais aussi britannique, dont j'ai certainement bénéficié. Alors, pendant que je faisais mes études, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu quand même mai 68. Hein, à Paris, j'étais en plein dedans, la contestation dont vous avez entendu parler, etc. Donc, voilà, cet esprit un peu de critique, de rébellion. Bon. Et puis, il y avait aussi le féminisme d'un autre côté. C'était quand même les luttes pour obtenir la contraception libre et gratuite, et puis l'avortement. Donc, certainement, ça m'a formé un esprit, je dirais, de liberté, de critique, qui flottait à ce moment-là. Alors, ma vocation anthropologique, je dois dire que je venais d'une famille où ma mère ne travaillait pas, ma sœur aînée n'a pas travaillé, même si elle a fait des études. C'était pas évident que je devais travailler. J'ai réalisé plus tard ou que je ferais une carrière. Alors, comment j'ai découvert l'anthropologie? Mon père avait pour ami le docteur Gessin. Donc, je suis allée une fois, et je crois que c'est la seule fois, à une conférence avec mon père au Musée de l'Homme, et j'ai découvert l'anthropologie. Donc, grâce au docteur Gessin, je dois dire que mon père n'était pas forcément ravi. Il m'a dit: tu vas faire partie du prolétariat intellectuel. Mais c'est pas grave, tu vas te marier. Bon, et le docteur Gessin a dit à mon père de me laisser tranquille. Pour ce qu'il a fait. Alors, ensuite de ça, pourquoi l'Afrique? J'avais, dans les cours, j'avais été très intéressée par Jean Pouillon, qui travaillait sur le Tchad. Je dois dire que mon parrain, qui était mon oncle, avait monté les lignes d'Air Afrique et que j'avais 2 cousines missionnaires en Afrique. Donc, tout ça, c'était quand même un encouragement pour aller dans cette partie du monde. Et j'ai fait un voyage de reconnaissance après mai 68. J'ai demandé à mes professeurs de me laisser partir un mois en disant: écoutez, je ne peux pas faire un terrain d'1 an comme ça, il faut que je vois si vraiment je vais pouvoir y rester, si ça me plaît, voilà. Donc j'ai eu cette chance-là et j'ai été subventionnée pour faire ma recherche par le laboratoire d'anthropologie sociale. Et comme il y avait des événements au Tchad, donc je ne pouvais pas aller au Tchad, je suis passée au Cameroun à côté. Et à ce moment-là, au laboratoire d'anthropologie sociale, c'était Claude Tarditz qui dirigeait les recherches sur le Cameroun. Donc je suis passée d'une direction de Jean Pouillon à Claude Tarditz pour cette raison. Et donc je suis partie faire du terrain. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressée et comment ça se passait à Paris comme lecture à l'époque? Avant que je parte aux États-Unis, c'est évident que l'anglais était beaucoup plus difficile pour moi. Donc, Lévi-Strauss, tous les écrits de Lévi-Strauss ont été très très importants pour moi, m'ont bien sûr marqué. Enfin, c'était majeur à l'époque. Je suivais ces séminaires, bien sûr. Et je suivais aussi les séminaires de Tarditz, les cours de parenté. Et une autre figure qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était Leroi-Gourhan. Enfin, le geste et la parole, entre autres. Donc je dirais que c'est ça, les 2 mentors que j'avais à ce moment-là, c'était Leroi-Gourhan, Lévi-Strauss sûrement. J'avais découvert un peu les Britanniques grâce à Pouillon, Evans Pritchard, Meyer Fortes, etc. Leach, Needham, et puis bien sûr aussi Malinowski. Donc ça c'était... mais par contre, même si j'étais africaniste, il y avait des querelles de clochers, ce qui fait que jamais, il était entendu que jamais je devais aller suivre les cours de Ballandier. On ne m'y a pas envoyé, j'étais africaniste. C'était une querelle que je ne devais pas suivre les cours de Bourdieu. C'était aussi un autre clocher. Et enfin, à Vincennes, les marxistes de l'époque, c'était aussi... Vous voyez, c'était... Il y a ça à Paris un petit peu. Donc j'ai eu... On appartient on a une fidélité, on appartenait à ça. Et j'ai découvert ces gens-là par la suite par moi-même, mais pas tellement dans les cours que j'ai suivis. Et comme je dis, on ne m'a pas encouragée à aller suivre ces cours-là. Alors j'ai découvert aussi beaucoup, bien sûr, les Britanniques et les Américains à l'université de Pennsylvania, où j'ai suivi des cours donnés par des Britanniques
en même temps que des cours donnés par des Américains, dont Igor Kopitov, qui est une figure majeure pour moi. Alors, de quoi parlait-on à Paris dans ces années-là? Eh bien, écoutez, il y avait bien sûr en parenté toute la question des systèmes d'alliances semi-complexes et complexes, hein, en parenté bien sûr. Il y avait aussi toute l'ethnologie marxiste avait ouvert le débat sur les inégalités aînés-cadets entre générations aussi. Il y avait donc les inégalités aînés-cadets, les inégalités hommes-femmes. Il y avait bien sûr toute la question des stratégies, c'est-à-dire sortir du modèle structuraliste, enfin toute la critique de Bourdieu, des stratégies, la critique du structuralisme était déjà engagée. Hein. Et puis l'anthropologie symbolique, aussi ce que signifiait la parenté, s'ouvrait aussi beaucoup pendant ces années-là. Donc certainement, en ce qui me concernait, les inégalités de génération, les problèmes d'aînés-cadets, les rapports hommes-femmes, bien sûr, ça a été là. Et je dois dire que, comme lecture hors anthropologie, Simone de Beauvoir a été une inspiration, évidemment, importante pour moi. Donc, il y avait, dans ces années-là, tout le courant marxiste, tous les mouvements de décolonisation, ça faisait partie de l'anthropologie, l'ethnobotanique aussi. Voilà. J'ai été la première cohorte de cet enseignement d'école pratique de hautes études au niveau maîtrise, et qui était d'une très très grande qualité. On avait des professeurs aussi tout à fait remarquables. Enfin, on a eu Dumont, on a eu Jean Pouillon, on a eu Tarditz, on a eu en mathématiques Barbu. Enfin, on a eu une formation de très grande qualité qui durait 2 ans avec énormément de cours et de séminaires. Et ça, c'était fondé sur l'idée qu'il n'y avait rien au niveau universitaire entre le certificat pour le premier cycle et le doctorat. Donc on avait besoin d'une formation un peu plus soutenue. Donc l'école pratique d'autres études, c'était des cours, encore une fois, théoriques, à la fois sur l'économie, le politique, la parenté, la religion, les mathématiques, la linguistique. Et à côté de ça, il y avait une formation pratique donnée par le Centre de formation à la recherche ethnologique au Musée de l'Homme, dont j'ai parlé, qui était orienté vers comment fait-on de la recherche et pour nous suivre, y compris sur le terrain, voir comment on avait abordé nos thèmes et comment on se débrouillait sur le terrain. Donc ça, c'était une formation très riche, très très riche. Et maintenant, le cycle de 2 ans que j'avais eu au niveau maîtrise, ça ne dure plus qu'1 an. Donc il y a une perte de ce côté-là, très claire, et j'ai bénéficié certainement d'une très bonne formation de ce côté-là. Oui. Alors, pour revenir au débat, comme j'ai expliqué, il y avait à Paris, il y a eu mai 68, il y a eu tous les mouvements féministes, il y a eu une grosse contestation à tous les niveaux, qui bien sûr s'est reflété en anthropologie. Tout ça combiné avec le fait qu'en France, il y a toujours eu des querelles de clochers. Quand vous appartenez à un groupe, vous n'appartenez pas à un autre groupe. Et ça peut se comprendre parce que l'argent est donné aux laboratoires, n'est pas donné aux chercheurs. Donc les laboratoires compétitionnent les uns par rapport aux autres, mais ce n'est pas comme ici où chacun a sa propre subvention. Donc on n'envoie pas ses étudiants suivre les cours des autres. Et donc il y avait à Paris à ce moment-là des débats entre bien sûr le laboratoire d'anthropologie sociale, la formation de Lévi-Strauss, de l'Alliance, etc., versus
Claude Bourdieu d'un côté, qui critiquait l'approche lointaine des anthropologues, qui ne connaissaient pas les sociétés dont il parlait, et puis qui ignoraient les stratégies, et qui se laissaient avoir aussi par leurs informateurs. Enfin, toute la critique de Bourdieu était là. C'est une critique très très importante du structuralisme, majeure, massive, à cette époque. Il y avait d'un autre côté, mais pas en anthropologie encore, il y avait toute une critique féministe mais c'était plus dans le monde littéraire qu'en anthropologie. En anthropologie, ça s'est développé, mais tout doucement. Tout ce qu'on nous disait, nous comme anthropologues, c'est ce qu'on m'a dit à moi. Vous êtes une femme, travaillez donc sur les femmes et les enfants. On ne connaît rien, on connaît peu de choses là-dessus, travaillez sur ça. Bon. Ça avait été... je l'ai combiné avec d'autres thèmes, mais j'ai bien compris qu'il y avait une hiérarchie et que travailler sur la parenté était beaucoup plus noble, que faire un terrain exotique était beaucoup plus noble aussi que de faire un terrain proche, et donc qu'il valait mieux faire un terrain exotique sur la parenté avec des intérêts, bien sûr, comme je l'ai fait, parce que ça m'intéressait franchement, sur les rapports hommes-femmes et puis sur aussi les enfants, mais combiné avec une solide étude de parenté. Alors, il y avait... mais je dois dire qu'à ce moment-là, on n'encourageait pas tellement les femmes à aller se mettre dans des endroits un peu éloignés. Et qu'on a regardé avec pas mal de réticence le fait que je vais y aller dans une population kirdi. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiétés de ça en disant, et qui ont quand même accepté. Et j'étais pas la première. Il y a toute une... Il y a eu Germaine Dieterlin, il y a eu Françoise Héritier qui avait fait la même chose. Mais c'était encore un discours qu'on tenait aux étudiants. Mettez-vous pas dans une situation impossible, vous êtes une femme, restez donc... oui, voilà. Et donc, il y avait tous ces débats sur le rapport homme-femme, et il y avait à Vincennes, surtout suite à mai 68, toute l'école marxiste, Meillassour et Terray, etc. Et encore une fois, des africanistes, pourtant. Et on ne m'y a pas envoyé comme étudiante. Je les ai lus après. J'en ai fait mon utilisation personnelle, mais on ne m'y a pas envoyé. De même, Ballandier, c'était aussi qui donnait des cours sur l'Afrique, sur la décolonisation, sur tout ça. C'était pas quelque chose comme africaniste qu'on a jugé utile de me dire tu devrais aller suivre des cours là. Voilà. À cause de ce clivage-là. Donc il y avait des débats silencieux, c'est-à-dire que Bourdieu et Lévi-Strauss se sont ignorés. On ne peut pas dire qu'il y a eu des débats et des réponses. C'était le summum de la distinction, j'ignore. Je ne parle pas, j'ignore. Et il y avait des discussions entre marxistes, si vous voulez, mais entre structuralistes et marxistes, pas vraiment. Pas vraiment. Chacun continuait son petit cheminement tranquillement. Alors, c'était le climat, je dirais, politique de la formation, de la recherche à ce moment-là, à Paris. Oui. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé à cette époque-là aussi, c'est à quel point peu de gens lisaient la littérature anglophone. C'est-à-dire, les livres n'étaient pas forcément traduits. Il y avait des gens qui le faisaient, Lévi-Strauss, Pouillon l'ont fait, etc. Mais c'était pas général non plus. Donc il y avait il y avait des débats entre l'école, la théorie de l'alliance française et toute la théorie de la filiation, de la descendance britannique. Mais par exemple, il y avait pendant ces années-là une grosse critique une remise en question de la parenté dans les années 60 avec Gellner, avec 70, Needham, etc. et tout ça, qui franchement a fait très peu de vagues à Paris.
On n'en parlait pas. Alors qu'il se posait des questions fondamentales. Est-ce que nos catégories sont généralisables à tout le monde, hein? Peut-on penser qu'il y a quelque chose d'universel dans la parenté? Peut-on définir le mariage de façon universelle? Peut-on définir la filiation de façon aussi universelle pour être capable de comparer les sociétés, etc. C'était une grosse remise en critique qui a commencé bien avant Schneider, qui est venu après aux États-Unis, qui avait commencé en Grande-Bretagne dans les années 60, et dont moi, étant formée en France, je n'ai pas entendu parler beaucoup, parce que c'était pas traduit, Donc voilà, donc les débats existaient entre Lévi-Strauss, Leach, oui, lui, par lui, mais peu d'autres débats, peu d'autres discussions entre la théorie britannique et la théorie française, de l'anthropologie française. À Nanterre, il n'y avait pas plus de discussions sur ces questions-là. Sur les questions de parenté. Sur les questions de parenté à Nanterre, non, il y avait... Non, Nanterre était, je dirais, mixte. Il y avait quand même les marxistes qui sont venus donner des cours à Nanterre, oui. Moi, j'avais fait ma formation déjà un petit peu ailleurs, et quand ils sont venus donner des cours, j'étais plus là. Donc Nanterre, effectivement, il y a eu quand même beaucoup plus de contestations, il y a eu beaucoup plus d'études sur le colonialisme, et ses suites, sur l'impérialisme, et sur les débats marxistes, tout à fait. Et Nanterre a aussi invité des professeurs étrangers. Je me souviens que Salines était là, par exemple, en plein mois de mai 68, il était là. Hein, il donnait des cours là. Oui. Donc il y a eu une contestation, importante à Nanterre, mais moi je n'ai connu Nanterre que marginalement, enfin plus tard, par rapport au doctorat. Oui. Paris 7 n'existait pas encore non plus. Hein. Non. Non, Paris 7 n'existait pas. Il y avait, comme je disais, il y avait la Sorbonne. Nanterre même venait. Nanterre, c'était tout récent. Enfin, c'est un département qui s'est monté avec de Dampierre, Éric de Dampierre, mais ça a été récent. Hein, ça a été dans les années 70 que ça a commencé. Et oui, dans les années 60 et encore, oui. Donc, oui. Non, avant. Dans les années 60-70, oui. Mais c'était pas, il n'avait pas, la formation maîtrise, c'est celle qui existe à Paris, c'est celle que j'ai suivie.